Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous en ce mois de novembre? J'attends juste quelques minutes. Je suis un petit peu en retard au live. Alors, s'il y en a qui se connectent, j'ai pas l'habitude de venir à cette heure-ci, fait que alors je verrai s'il y en a qui sont là avec moi. Je viens vous partager un autre sujet fort intéressant. Je fais la suite, hein, comme vous avez pu le constater pour ceux qui me suivent et qui sont nouveaux sur le groupe. Je fais la suite un petit peu des différentes possibilités qu'on peut aller explorer dans le monde de l'inconscient. Donc, moi, je trouve ça intéressant de pouvoir venir vous partager à travers mes différentes approches, mais aussi ma médecine à moi, différents compléments d'informations qui peuvent faire en sorte de mieux vous connaître, d'apprendre aussi à mieux vous observer et de comprendre en fait les différents mécanismes que vous pouvez avoir. Hein. Vous savez tous qu'on a parfois des mécanismes de protection, qu'il y a des comportements inconscients qu'on voudrait bien vouloir changer, mais parfois avec tout le vouloir, ça ne fonctionne pas comme on le souhaite et on se retourne dans les mêmes schémas, les mêmes patterns dans notre vie. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je vais vous parler euh, de ce que moi j'appelle en fait à travers les différentes blessures d'âme, les possibilités d'aller comprendre ce qui se passe dans l'inconscient, mais aussi d'aller mettre en lumière un petit peu ces masques-là, d'où ça provient, puis ces espèces de conflits programmants-là, qu'est-ce que ça implique, puis en quoi ça va impacter votre vie. Bonjour Sandra! J'espère que tu vas bien. Merci d'être avec moi, puis de me confirmer si c'est correct. Hein. Je le demande toujours au niveau du son et de l'image, mais souvent je vais me valider avec mon téléphone, puis ça semblait OK tout à l'heure. Alors, c'est ce que je viens vous parler aujourd'hui. Les 5 principales blessures d'âme qui nous empêchent d'être soi-même. Évidemment, oui, je fais de la formation pour approfondir un petit peu plus à travers les techniques d'hypnose, mais j'ai quand même, comme probablement plusieurs d'entre vous, eu entre les mains ce magnifique livre de Lise Bourbeau qui parle justement de ces blessures d'âme. Il y a la suite aussi, Écoute ton corps, ton plus grand ami sur Terre, donc qui est un peu une suite de ce livre-là. Puis, à travers les compléments de formation que je suis allée chercher avec l'hypnose, j'ai compris l'importance, en fait, d'aller du moins cibler quel est votre principal conflit programmant. Alors, elle est quelle votre empreinte et cette principale blessure au niveau de votre âme qui, à travers ces 5 principales-là, mais on sait qu'il y en a d'autres, hein, les blessures d'enfant intérieur, mais à travers ces 5-là plus prédominantes, à travers lesquelles aujourd'hui, moi, je vais vous inviter à essayer de vous reconnaître et identifier. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans chacune d'entre elles, c'est pas impossible, mais peut-être qu'il y en a une en particulier qui va résonner plus, puis vous allez être en mesure de mettre le doigt dessus puis de savoir quand il va y avoir des comportements particuliers qui vont se définir, des masques au niveau de la personnalité ou des sentiments intérieurs inconfortables ou même des réactions émotionnelles, d'aller pouvoir identifier c'est lequel finalement conflit intérieur à travers la blessure qui s'active. Il faut quand même savoir, salut Pat, il faut quand même savoir qu'à travers ces blessures-là aussi, possible que dans votre vie, même s'il y en a une qui est plus marquée selon votre physionomie puis votre corps, il y aura assurément une qui va, oui, prédominer, mais que selon votre parcours de vie, possible qu'il y en ait d'autres qui s'activent. Donc, je vous explique par ma propre expérience, c'est-à-dire que moi, initialement, quand j'ai commencé le parcours en me libérant des blessures, par exemple, de rejet puis d'abandon, j'avais toujours l'impression que ça revenait dans ma vie, puis que les autres blessures, ça ne me parlait pas du tout. C'est-à-dire que je ne me reconnaissais pas à travers les autres dont je vais vous parler tout à l'heure. Puis à un moment donné dans ma vie, j'ai réalisé pour certains événements ou situations que c'était venu déclencher cette espèce de conflit programmant-là que j'avais à l'intérieur face à d'autres blessures. Alors, c'est important d'avoir une idée générale sans avoir besoin de se reconnaître dans chacune d'entre elles. Mais si à un moment donné dans votre vie, vous vivez une situation, puis vous ne comprenez plus, puis vous dites, ça n'a comme pas de bon sens de réagir aussi fortement pour quelque chose d'aussi mineur comme événement, là, vous pourrez savoir qu'il y a probablement une mémoire qui est réactive, donc, ou qui s'est activée face à une situation X qui était là en dormance, comme j'aime le dire, dans le monde de l'inconscient. Donc, je me lance, je commence à aborder un petit peu chacune d'entre elles. Je vais vous montrer, pour ceux qui n'auraient pas le livre entre les mains, je sais que sur Internet, vous pouvez aller les chercher, mais moi, je trouve ça intéressant de juste observer ne serait-ce que la physionomie puis voir si on se reconnaît. Sachant très bien que des fois, on n'a pas complètement la physionomie de chacune des blessures, mais qu'on peut avoir certains éléments qui ressortent. Alors, je vais commencer avec la blessure du rejet. Et je ne sais pas si vous allez bien voir, mais en tout cas,
vous les montre du mieux que je peux. Donc, on voit vraiment que le corps est plus fuyant. La plupart du temps, les gens qui sont dans blessure du rejet sont beaucoup plus minces. Ça va être ceux qui vont avoir tendance à avoir le masque, que j'aime le dire, des gens qui vont prendre la fuite. Donc, on reconnaît ceux qui souvent ils veulent pas trouver le trouble, veulent pas chercher les problèmes, donc ont plus tendance à éviter et à s'enfuir. Au fil du temps, je dirais, ça devient des mécanismes qui sont vraiment peaufinés, c'est-à-dire que c'est peut-être pas évident comme ça, mais que progressivement, vous allez observer que ça va être de façon détournée. Donc, j'ai accompagné certaines personnes qui, des fois, c'est très ratoureux, et même au niveau de l'ego, s'aperçoivent plus qu'ils sont dans leur mécanisme de réaction parce qu'ils se trouvent toutes sortes de raisons, ou même procrastinent dans certaines situations ou sphères de vie pour pas aller, par exemple, affronter ou régler directement une situation conflictuelle ou quelque chose comme ça. Donc, ils vont toujours avoir comme d'autres choses à faire pour se donner l'impression finalement qu'ils n'ont pas besoin de régler ça aujourd'hui. Fait que observez les masses dans le comportement. Si vous avez tendance à prendre la fuite quand il y a des situations qui ne vous conviennent pas, généralement, ça résonne avec la blessure du rejet. Ce qu'on observe aussi au niveau du rejet, parce que j'aime bien vous donner quelques informations de plus que moi j'ai tirées dans le livre qui sont très pertinentes, c'est un peu la résonance. Donc, généralement, c'est une blessure qui va être engendrée par la relation avec le parent du même sexe. Donc, si moi je suis à ce moment-là une femme, donc généralement, ce serait plus en relation avec ma mère. Donc, si vous êtes un homme, c'est l'inverse. Alors, on va dire que le corps, il va être plus droit, plus mince, fragmenté. Ça va être des gens qui vont être beaucoup avoir des comportements de peur. La peur d'avoir peur. Tu sais, moi, quand je regarde le format type, là, physiologiquement, avec l'aspect psychologique, l'évitement et tout ça, et même physique, moi, tu sais, je reconnais mon fils là-dedans. Même dans le discours. J'étais un nul, j'étais un rien, j'existais pas, je voudrais disparaître. C'est pas fait pour moi, qu'est-ce que je fais ici, je devrais juste m'en aller de cette planète-là, je me suis pas incarnée dans la bonne famille. Tous ces éléments-là, c'est également la difficulté souvent que va avoir l'âme à s'incarner dans le corps. Donc, ça peut être une des blessures qui d'ailleurs va être engendrée la plus tôt, même dans le passage intra-utérin. C'est-à-dire que pendant que vous êtes là dans le ventre de la mère, il peut déjà avoir des empreintes de cette blessure-là, du rejet qui résonnent. Donc, l'une des plus grandes peurs, c'est la peur panique. Donc, de perdre le contrôle. Donc, c'est intéressant d'aller observer aussi au niveau alimentation. Les gens vont avoir tendance à avoir une perte d'appétit s'ils sont en mode émotionnel ou s'ils sont habités par la peur. Ils vont manger des petites portions. Ils ne mangeront pas beaucoup. C'est vraiment un profil où ils vont avoir peut-être potentiellement plus des troubles type anorexique associés à cette blessure-là. Donc, maladies possibles, on parle problèmes de peau, diarrhée, arythmie, cancer, troubles respiratoires. Puis là, bon, il y a toute une liste, mais moi, je ne veux pas créer de programmation ici. Alors, j'entre pas trop dans les maladies, sachant que tous, on est à même de développer si on n'écoute pas son corps. Alors, ça, c'était pour la blessure du rejet. Maintenant, je vous parle de la blessure de l'abandon. Alors, vous voyez, le corps est un petit peu plus enroulé au niveau des épaules, quand même assez mince également. Donc, ce qu'on dit par rapport à l'abandon, c'est que ça va être quand même le masque qu'il va porter, c'est celui du dépendant. Donc, toute forme de dépendance, surtout au niveau relationnel, va être celle qui va le plus possible définir la blessure d'abandon. Dépendance affective, ça peut être dépendance aux drogues, ça peut être dépendance à l'alcool, n'importe quel type de dépendance va avoir tendance à résonner dans les comportements. Ça va être une blessure qui va être engendrée avec le parent la plupart du temps du sexe opposé. Alors, comme moi, ce sera en relation, par exemple, avec le père. Et c'est quelque chose que j'observe beaucoup parce que j'accompagne 95%, c'est pas 98% de femmes qui ont des défis relationnels avec les hommes. Donc, souvent, ben oui, ça nous ramène dans la relation au père. Donc, c'est pas rare que le père est absent ou qu'il n'y avait pas nécessairement une relation affective ou une présence. Donc, très fréquemment l'abandon relié au père. Donc, le corps est mince, ça va surtout manquer de tonus, ça va avoir tendance à être plus affaissé au niveau postural vers l'avant. Les bras vont être longs, on va avoir l'impression qu'il y a comme des disproportions de la longueur des bras versus le corps. Généralement, le vocabulaire, ça va être plus quelqu'un qui va être dans le je suis pas capable de supporter, il va parler de solitude, de pas capable d'être seul, avoir l'impression que le monde sont toujours après lui, qu'il ne lâche pas, qu'il se fait bouffer la laine sur le dos. Tu sais, c'est des fois des, euh, des vocabulaires qu'on peut reconnaître chez les gens qui résonnent plus cette blessure-là. Puis au niveau du caractère, ça va être soit les gens qui vont être tendance à être dans un schéma de victime,
ou peut-être même au contraire être plus dans genre vraiment la fusion avec les autres. Fait que besoin d'une présence, besoin d'attention, besoin d'être supporté puis d'être soutenu. Ça, c'est ce qui résonne le plus avec les gens qui ont cette blessure-là. Souvent de la tristesse à l'intérieur d'eux qui ne savent pas d'où ça vient. Moi, les gens, quand ils viennent me consulter puis qui me disent j'ai l'impression comme que je suis triste, j'ai plus de joie, je suis comme éteint à l'intérieur. Souvent, je me dis, d'après moi, il y a comme une blessure là, autour de l'abandon qui résonne. Puis leur plus grande peur, c'est d'être tout seul, finalement, ces gens-là, parce qu'ils ne peuvent pas s'imaginer à vivre seul, finalement. C'est les gens qui mangent d'habitude bien, pas nécessairement vite. Par contre, c'est les gens qui, contrairement à l'anorexie, peuvent plus souffrir de boulimie, donc de manger leurs émotions. Alors, évidemment, il y a toute une panoplie de maladies que je ne veux pas trop aborder ici, mais ce qui ressort le plus, c'est les états dépressifs à ce moment-là et des problèmes au niveau pulmonaire. Vous savez peut-être que la tristesse, quand même, se loge au niveau des poumons. Donc, au niveau émotionnel, c'est intéressant des fois d'aller voir si les gens ont des problèmes au niveau pulmonaire. Je vous montre la blessure d'humiliation, une physionomie qui est assez parlante. Donc, on voit que c'est pas du tout le même profil. Puis j'essaie de m'aligner avec la caméra, désolé. Donc, beaucoup plus dans une physionomie d'embonpoint, avec des courbes, des rondeurs, le cou qui est plus court, les jambes qui sont comme très droites. Donc, la blessure de l'humiliation, ça va être le comportement et le tempérament un peu plus masochiste, je le trouve extrême, là, mais moi je l'appelle le saboteur par excellence. Donc, celui qui est souvent en train de s'auto-saboter. Donc, si vous observez ça dans vos attitudes, dans vos comportements, de vous dévaloriser, de faire en sorte de, toujours inconsciemment bien sûr, de mettre en échec des situations, des événements, des succès que vous avez pu vivre dans votre vie, souvent c'est à travers l'humiliation que ça va résonner. Et c'est une blessure qui généralement va être plus, on va dire, enclenchée ou provoquée par le parent qui, en bas âge, va s'être vraiment occupé de l'enfant. Donc, bon, on est beaucoup dans des générations où c'est la mère. Par contre, il ne faut pas toutes mettre les mêmes œufs dans le même panier. C'est-à-dire que si ça a été en bas âge, le père qui a été très présent jusqu'à de 0,7 ans, ça pourrait très bien être aussi une blessure en lien avec le père. Donc, la taille très courte, on l'a vu, hein, le cou également aussi. Donc, beaucoup de tendance à avoir des rondeurs, le visage, l'abdomen, les épaules plus larges. On va parler aussi de vocabulaire, donc de questions de dignité. Donc, petit, gros, est-ce que je suis digne, je suis pas digne, je mérite pas. Tout ce qui est d'origine d'une dévalorisation, ou même à l'inverse, quelqu'un qui va avoir tendance à se survaloriser ou même se vanter, va être souvent des éléments qu'on va observer dans le comportement. Et fréquemment, c'est les gens qui vont observer un sentiment de honte. Autant que tout à l'heure, je parlais de l'abandon, la tristesse, avec le rejet, les gens ne trouvent pas nécessairement leur place. Et c'est vraiment la honte. La honte, la culpabilité, de ne pas se sentir libre, d'avoir l'impression d'être limité. Ça peut être des gens hypersensibles aussi, hein, qui ont tendance à aller compenser. Évidemment, on parle de plein de compensations au niveau alimentaire, à tout ce qui est sucre, tout ce qui est gras, les portions qui vont être des fois disproportionnées. Et le fameux principe d'avoir honte, d'avoir le goût de manger des cochonneries, va souvent s'apparenter à ça. Donc, beaucoup de problématiques aussi possibles au niveau de l'alimentation, mais aussi au niveau des maladies. Donc, je vous épargne un peu la liste, mais ce qui ressort, problématique, glande thyroïde, diabète, hypoglycémie, donc tout ce qui est au niveau de la régularité des hormones et aussi du sucre. Alors ça, c'était pour l'humiliation, comportement d'auto-saboteur. Alors, si vous voyez que vous êtes des gens qui vous auto-sabotent, posez-vous les questions si ça résonne. Maintenant, la trahison. Je vous montre un peu. Oups, je rapproche. Oups, j'essaie de m'aligner. C'est pas si vous voyez bien. Homme ou femme, donc beaucoup plus la posture carrée, fière, un peu plus forte au niveau des hanches pour les femmes. Quand on parle de cette blessure-là, la trahison, on va plutôt observer le comportement du contrôlant. Celui qui ne veut vraiment pas se faire trahir ou qui a déjà été trahi va être dans le contrôle. Donc, il va vouloir s'assurer que tout fonctionne comme il veut, il va vouloir gérer ça à sa manière. Et la plupart du temps, c'est vraiment une blessure qui est entre 2 et 4 ans avec le parent du sexe opposé, où il y a commis un bris de confiance face à une attente, où il n'y a pas eu de connexion ou de réponse à une demande, qu'il y a eu la manipulation. Ça va être vraiment le comportement du contrôlant qui va se définir.
Donc, le corps est beaucoup plus fort, comme j'ai dit, les épaules plus larges, les hanches plus fortes pour les femmes. Souvent, c'est des gens qui ont une posture très droite, redressée, qui vont même le regard pour une attitude dans la séduction, dans l'intensité. Vocabulaire va être beaucoup plus, par exemple, moi je suis capable, je peux le faire tout seul, je sais comment, fais-moi confiance, ça va bien aller. Donc, les gens qui vont d'abord avoir un discours orienté vers la confiance puis d'être capable vont être davantage dans une blessure, par exemple, qui risque de résonner la trahison. Et si j'observe un petit peu plus au niveau du caractère, c'est les gens qui sont très forts, qui sont responsables, qui ont tendance à avoir de la difficulté à s'engager par peur, hein, finalement, inconsciente de se faire trahir de nouveau. Donc, c'est pas des gens qui vont naturellement être et se laisser montrer leur sensibilité, leur vulnérabilité, qui vont être sceptiques. Et leur plus grande peur, c'est d'être séparés, d'être reniés, donc laissés pour compte. Fait que quand on a l'impression des fois que c'est pire de se faire renier que de se faire laisser de côté que de se faire répondre, ben, ça fait partie d'une de leurs peurs, ça. Il y a une bonne appétit, c'est des gens qui mangent extrêmement rapidement, qui aiment manger salé, qui aiment manger épicé. C'est des gens qui n'aiment vraiment pas perdre le contrôle. Et les maladies, évidemment, on parle d'agoraphobie, on parle d'anxiété, de troubles digestifs. Évidemment, avec la vitesse qu'ils mangent, c'est parfois difficile à assimiler. Alors ça, c'était pour la blessure, la trahison. Maintenant, je vous parle de la dernière blessure qui est répertoriée dans ce livre-là de Lise Bourbeau, et c'est l'injustice. Je ne sais pas si vous voyez bien, hein, je sais que ma lumière, c'est pas top, là. Il faut l'approcher un peu, mais je manque de synchro de ma caméra. Alors, c'est un physique qui est beaucoup plus droit, qui est très raide, qui est assez posture en X. Hein, les designers aiment bien travailler avec ces morphologies-là parce que ça habille un peu n'importe quoi, c'est assez simple. Le sort de l'injustice, c'est vraiment le comportement et le masque du rigide. Puis quand je parle de rigide, c'est quelqu'un qui va être pris un peu dans son cadre, dans sa structure, qui peut peut-être même avoir de la difficulté hein, au changement de plan, à s'adapter à la souplesse. C'est quelqu'un qui va avoir ce besoin-là, encore une fois, d'être dans une forme de structure et d'organisation. Un cadre qui peut, dans certaines mesures, même développer des troubles obsessionnels compulsifs, hein, des TOC, des tags, des tics. Moi, je les appelle toutes dans les catégories des tic-tac-toc. Je disais ça à la blague à mon fils, mais quand on arrive dans ce schéma-là, c'est qu'il va y avoir plein de petites micro-habitudes qui vont s'installer et qu'on peut avoir de la difficulté justement à sortir de ça. Donc, si quelqu'un arrive et défait les plans, wow, là, ça marche pas, on est déstabilisé, c'est pas confortable. Et cette blessure-là, en termes d'injustice, va être généralement entre 4 et 6 ans, peut-être même jusqu'à l'adolescence, celle-ci dans la fratrie surtout. Généralement, c'est avec le parent du même sexe. Donc, pour être dans un espèce de comportement inconscient de performance, d'être parfait. Donc, souvent, ça amène une espèce de blocage d'individualité, puis c'est comme être dans le faire tout le temps, dans le faire, dans le paraître. Là. Ça devient un peu ça qui mène un peu leur vie. Il y a des gens qui sont des fois déconnectés aussi de leur petite voix intérieure, hein, ce qui est important puis bon pour eux parce qu'ils sont tellement dans le faire et dans le principe du cadre qu'ils oublient réellement leurs besoins. Donc, la proportion du corps, j'en ai parlé, au niveau de la rigidité. Le vocabulaire, c'est souvent les gens, il n'y a pas de problème, c'est toujours, c'est jamais, c'est très bon, c'est bien, c'est spécial, c'est juste, exactement, c'est sûrement, es-tu d'accord avec moi? Fait que, tu sais, c'est les gens qui, dans leur discours, ça va se répéter beaucoup. Donc là, on exprime la rigidité à travers ça. Au niveau du caractère, évidemment, c'est les gens qui sont dans le perfectionnisme, c'est des gens qui vont tendance à être envieux, qui vont être coupés de leur ressenti, parce que justement, ils sont que dans le mental, dans le besoin de faire, et souvent de se justifier. Ils cachent leur sensibilité aussi, tout comme les gens trahis. C'est pas des gens qui vont aisément exprimer ce qu'ils ressentent. Par contre, souvent derrière se cache une masque un peu plus figé, la colère, la frustration. C'est souvent de l'insatisfaction que ces gens-là vont sentir dans leur vie. Donc, c'est intéressant à aller observer. Leur plus grande peur, c'est un peu comme l'indifférence aussi, mais la froideur. Quand quelqu'un est complètement détaché, qu'il n'y a pas de connexion, ils vont juste leur envoyer leur propre déconnexion à eux-mêmes. C'est clairement ce qui est leur plus grande peur, va leur faire réagir. Donc, eux ont préféré manger salé ou sucré. Ça peut être plus des gens style croustillants, des chips, des trucs comme ça. Ils vont toujours être en contrôle souvent du poids.
Euh, Parce que l'apparence physique est très importante dans le parfait, puis dans le parfaire et le perfectionniste. Il y a cette notion-là de vouloir bien paraître. Donc, les maladies potentielles, évidemment, c'est les gens qui vont aller dans le burn-out, des épuisements professionnels, les gens même qui peuvent avoir des problématiques au niveau de l'impuissance ou de l'anorgasme pour les femmes, par exemple. Il y a tellement de rigidité, il n'y a tellement pas de laisser aller que c'est difficile pour eux, même au niveau de la sexualité, de s'abandonner finalement. Là. Donc, problèmes articulaires, problèmes en hit surtout, qui vont tendance à ressortir au niveau de l'inflammation. Donc, c'est mon petit blitz. Je vous ai fait ça en rafale, comme c'est ma propre vitesse. Mais vous pouvez toujours écouter de toute façon en replay, de toute façon la vidéo, puis vous reprendre des notes et même aller lire. Moi, je vous suggère, c'est un petit livre très intéressant à lire et à relire parce qu'à différents moments de votre vie, vous allez comprendre quelque chose, vous allez lire à un autre moment pendant que vous vibrez et que vous vivez d'autres situations et ça va faire émerger autrement. Je vous le dis, c'est quand même impressionnant. Puis, euh, la formation, mon programme en ligne Harmonise-toi fait partie du premier module où je parle justement de blessures d'âme et que j'ai plein de pistes et justement des méditations pour vous permettre d'aller reconnecter avec cet enfant-là blessé, mais surtout pour permettre d'aller, on va dire, réparer ou réécrire les différentes blessures pour répondre aux besoins de cet enfant-là. Donc, c'est un petit peu ce que je fais quand je fais du coaching de groupe. Je fais aussi en individuel, bien entendu, à moins grande échelle. Hein. Je ne fais pas autant de formation théorique en individuel, mais je peux quand même vous donner des pistes de réflexion. Maintenant, ceci étant dit, ayant mis en lumière les masques, ayant mis en lumière d'où ça peut venir, c'est bien beau tout ça, de me dire, Josée, mais maintenant que je comprends et que je m'identifie, parce que la première étape, c'est ça. Souvent, on n'arrive même pas à s'identifier à la blessure quand elle émerge. Qu'est-ce que je fais? Comment je me sors de ce schéma-là de réaction de blessure? Moi, je vais toujours expliquer deux phénomènes. Vous allez sûrement trouver que je me répète pour ceux qui ont écouté d'autres lives avec moi. C'est toujours d'arriver le moment où il y a une situation X que vous sentez qu'il y a quelque chose qui réagit, ou que votre gardien du seuil, ou que votre ego devient en réaction, d'arriver le plus possible à vous dissocier, ou à prendre un pas de recul, un détachement, ou la posture de l'aigle. Hein. Moi, j'ai toutes ces façons de faire-là différentes, et de vous observer. Parce que de vous détacher rapidement de l'état émotionnel dans lequel vous êtes, ça va l'empêcher de la nourrir et de vous identifier à elle. Et en étant comme un observateur, ça va être beaucoup plus facile d'aller observer, OK, je réagis comment, là? Comment je me sens? Fait que quand je me sors du personnage, je suis capable d'aller observer. OK, je me sens comme ça. Je me sens triste. Puis souvent, les gens vont le dire là, dans leur discours, dans le bureau, là, genre, ah ouais, ça te fait sentir comment, ça? Ah, je me suis tellement sentie trahie, là. Bon, souvent, la réponse vient d'elle-même. Ou, moi, je le vois particulièrement dans la fratrie avec mes enfants. Ah ouais, puis comment ça te fait sentir, ça? C'est tellement pas juste, maman, là. Bon, OK, fait que là, OK, y aurait-tu de l'injustice ici? Donc, de pouvoir aller la nommer et la reconnaître, c'est bien plus facile après de pouvoir adresser parce qu'on se désidentifie, on pointe du doigt la blessure et on n'est pas pris dedans, en train de continuer à nourrir avec notre mental et de tomber dans le cercle de la victime, puis de lancer une poignée de reproches à tout le monde parce que tout le monde à l'extérieur sont terribles. Mais c'est tous des beaux acteurs dans votre vie, ces gens-là, qui viennent juste à chaque fois réouvrir un peu la plaie de la blessure jusqu'à ce que ça puisse complètement cicatriser. C'est toujours le même exemple que je donne. Si on veut sortir, par exemple, d'un comportement de rejet où je me sens toujours rejetée, par exemple, je trouve pas ma place nulle part, à chaque fois que j'arrive dans un cercle d'amis ou ailleurs, j'ai le sentiment que je suis pas à ma place ou que les gens me repoussent, ou, tu sais, souvent les gens vont le dire, là, dans leur discours, tu vas l'entendre déjà résonner la blessure. Mais moi, je vais leur demander, voulez-vous que ça change? Parce que c'est facile de dire que c'est tous les autres qui sont pas corrects, mais au final, si c'est votre schéma qui revient puis votre pattern, ben on est ce conflit programmant-là, falloir trouver une astuce pour aller l'adresser. Sinon, ben, c'est correct, mais vous allez accepter qu'à différents moments de votre vie, ben, potentiellement que ça va revenir. Des fois, en mettant en conscience, on s'en sort. Parfois, c'est pas suffisant pour aller complètement enrayer cette problématique-là. Parce qu'il faut d'abord la reconnaître. Donc, une fois qu'on l'a reconnue, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, je dis, vous êtes capable d'aller au moins identifier l'émotion rattachée. Vous êtes capable d'aller observer, c'était quoi le besoin? Excusez, je fais jamais ça, pas fermer mon téléphone pendant mes lives. Donc, ce qui est important d'aller observer, c'est qu'une fois que ça c'est fait, que vous êtes capable de nommer l'émotion, déjà vous avez mis le doigt sur quelque chose. C'est déjà moins envahissant. Et à partir de là, de pouvoir reconnaître, ben, c'est quoi la situation qui a déclenché ça? Et c'était quoi le besoin ou mon attente à ce moment-là qui n'a pas été répondu, qui n'a pas été comblé? Et ça va vous permettre d'apprendre à mieux vous connaître, de faire en sorte de devenir responsable et non victime
pour vous sortir progressivement de ces schémas-là que vous vivez dans votre vie. Donc, quand ça arrive, moi, souvent, je le dis. De quelle façon, là, vous traiteriez un enfant ou vous vous comporteriez, vous écouterez votre enfant quand il vit quelque chose du genre, une émotion puis une réaction. Des fois, en tant que parent, on devient aussi activé que l'enfant, donc on n'est pas à même d'être calme. Mais moi, je le dis, l'idée, c'est d'être capable de reconnaître au même titre que ce serait un enfant. Puis si c'est pas le vôtre parce que vous n'en avez pas, c'est pas grave. Tu sais, comment vous interagissez avec un enfant quand ça arrive? On commence à prendre contact. Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait pas ton affaire, je vois bien que tu réagis, t'as pas l'air content. Dis-moi qu'est-ce qui se passe. Mais oui, ça a l'air fou. Mais moi, combien de fois ça m'est arrivé dans ma vie de me parler de même? Parce que pendant que je fais ça, je me dis ceci. Puis je fais comme l'adulte par rapport à cet enfant-là blessé. Donc je te reconnais, je vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Maintenant, exprime-toi et nomme-moi qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et je prends contact. Je dis, moi, je suis là pour t'écouter aujourd'hui. Puis prenez le temps de vous reconnecter avec l'archétype de cet enfant-là à l'intérieur de vous. Et vous allez voir que progressivement, vous allez faire du chemin. Plus vous allez l'entendre et l'écouter, plus vous allez le reconnaître quand il fait sa crise de bacon, quand il ne fait pas son affaire, quand il boude. Tu sais, moi, je les ai mis comme des images à ces différentes blessures que je porte de moins en moins parce que j'ai fait beaucoup de chemin dessus. Et je vois maintenant, quand il y a une même situation qui faisait réagir, par exemple, le rejet avant, puis qu'aujourd'hui, je fais comme, hey, wow, il m'arrive la même situation, ça me fait rien. Mais là, clairement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est transformé à l'intérieur de moi, parce que ça ne me fait pas sentir de la même manière. Donc, moi, je vous invite vraiment à explorer ça, cette petite stratégie-là. Là. Donc, d'observer quand je suis en réaction, je prends la posture de l'aigle, je me sors de la situation, je regarde de loin, puis là, je m'auto-analyse, puis je me parle. OK, ça n'a pas l'air de faire ton affaire, et je réagis de même. Moi, là, mon chum pourrait vous le dire, mes enfants probablement aussi. Est-ce que j'ai une réaction, puis que je bouge, je suis en train de me retirer, là, puis que je m'en irais. Oups, ça, j'ai encore un peu de rejet là qui s'active. Est-ce que je pars dans ma victime, dans les exclantes, puis que c'est la faute à tout le monde, c'est de la merde, puis ta. Fait que là, je suis en train de jouer le rôle de victime dans ma tristesse, puis tout ça. Est-ce que finalement, je suis en train de raisonner d'abandon? Donc, moi, c'est l'enfant boudeur, ça. Est-ce que finalement, si je suis par exemple dans l'injustice, là, je vais comme réagir fortement, être en colère, puis avoir le sentiment que je suis insatisfaite, comme si les attentes n'ont pas été rencontrées. Donc, à ce moment-là, je le vois, hein, c'est-tu la crise du bacon. Puis, même chose si, par exemple, j'explore la trahison, tu sais. Est-ce que je vais tomber dans un comportement contrôle? Ou là, ça se passe pas comme je veux, je voudrais que ça marche de même. Puis là, tu sais, vous le voyez, les enfants, souvent, là, qui ont tendance à être en opposition, moi, je me dis, hé, là, c'est vrai que ma fille, je le reconnais souvent. Que ça fait pas son affaire, qu'elle veut que ça marche comme elle veut que ça marche, puis que plus elle s'oppose, plus elle est dans le contrôle. C'est la blessure de trahison qui se réactive. Fait que quand on est capable d'identifier aussi chez soi, on est capable de mieux reconnaître chez les autres et c'est beaucoup plus facile en relation de rendre ça agréable et vivable. Moi, je vous le dis, là, parce qu'on a une compassion qui est plus grande, parce que la compréhension, c'est avec, puis on sait un petit peu plus comment aborder ces problématiques-là. Donc, je pense que je les ai toutes nommées. Ah, ben oui, le fameux masochisme dans l'humiliation. Mais ça, c'est celui qui se tape sur la tête, l'enfant coupable. Ça, j'observe ça aussi chez mon garçon. Ah, ok, je suis pas bon, si je fais ça, je fais jamais rien de correct, je suis un gros pourri. Oui, il y a le rejet, mais en même temps, il y a l'humiliation dans le dedans parce qu'il vit de la honte, il vit de la culpabilité, puis il fait juste comme s'en rajouter puis se dénigrer. Là. Ça finit plus en boucle. Donc, évidemment, quand vous observez que ça se produit chez votre enfant, si au contraire vous voulez essayer d'aller à l'inverse, ben non, c'est pas ça, c'est pas ci, ben là vous retombez un peu dans le mécanisme du sauveur et de la victime. Donc, c'est pas nécessairement la marche à suivre, mais plutôt de lui faire exprimer finalement pourquoi, puis d'aller nommer l'émotion. Donc, plus vous allez réussir à aller faire nommer l'émotion, autant chez votre enfant intérieur blessé que chez vos enfants, ou si vous travaillez avec des enfants, même chose, ça va vous aider à mettre ça en lumière. Donc, moi, je vous ai donné des petites stratégies, évidemment, c'est pour arriver à être autonome et se débrouiller seul. Mais vous savez que c'est des conflits programmants, donc ils peuvent être là depuis très longtemps. Alors, n'hésitez pas, si à un moment donné, vous observez que vous êtes pris souvent dans les mêmes affaires, c'est intéressant d'aller faire quelques séances en hypnose pour aller adresser ces problématiques-là et clairement avoir plus de légèreté dans votre vie, puis améliorer au niveau relationnel, du moins si c'est pas en couple, avec vos enfants ou même vos parents, frères et sœurs, et même des collègues de travail parfois qui nous activent. Donc voilà, c'était mon petit blitz sur les blessures d'enfants intérieurs. J'espère que ça va au moins vous avoir permis de mettre un peu plus en lumière ce qui se passe, vous avoir donné des petites stratégies de gestion. Puis écrivez-moi en commentaire, je suis curieuse à travers lesquelles ces 5 blessures-là vous vous reconnaissez
ou peut-être qu'actuellement, présentement, dans vos défis de vie, résonnent. J'aimerais ça vous entendre. Puis, ben, s'il y a quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas, vous venez me voir, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Je vous souhaite un beau mardi soir, tout le monde, puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre live. Bye bye!